Alors nous voici à la 3e édition des Œnodialogues, la dernière déjà, la 3e des rencontres qui se veulent inspirantes et qui nous interrogent sur l'œnologie de demain. Le futur du vin, la révolution de la simplicité, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec cette 3e table ronde qui aura pour thème le climat change et l'œnologie. Alors pour y répondre, j'accueille Valérie Lempereur, allez je commence par les dames, directrice de la valorisation à l'Institut français de la vigne et du vin. Mathieu Dubernay, vous êtes président du groupe Laboratoire Dubernay et de Terra Mea, on en parlera tout à l'heure. Pierre-Louis Tessède, vous êtes professeur et directeur adjoint à l'Institut français de la vigne et du vin, oui l'ISVV à l'Université de Bordeaux, vice-président de l'Union des œnologues de France, mais également de l'Union internationale des œnologues, et vous êtes également président de la commission sécurité et santé à l'OIV. Et Yannick Legracier qui nous accueille ici sur le stand d'Œnodia, vous êtes directeur d'Œnodia. Merci à vous quatre d'être ici pour parler de ce climat. Alors, on fait tous le constat de ce climat qui change, du besoin de s'adapter. Peut-être, Pierre-Louis, un premier état des lieux. Comment va le climat et comment il va aller ? Alors, comment va le climat ? D'abord, bonjour à tous. Comment va le climat ? Le climat nous fait quelques chocs, nous fait des amplitudes, enfin je crois qu'on les voit tous, avec des à-coups qui sont très forts en termes soit de stress hydrique, soit d'apport d'eau, notamment. Et donc les plantes en particulier vont naturellement être affectées. Bon, les humains aussi, hein, mais les plantes, en ce qui nous intéresse, et la vigne en particulier, la vigne va être affectée. Et on peut voir qu'en fonction des régions, en fonction des endroits, naturellement, les conséquences ne sont pas totalement les mêmes. Prenons une région où, par exemple, la maturité avait des difficultés, par exemple, à se faire. Aujourd'hui, elle peut se faire très bien parce que, par exemple, les amplitudes thermiques sont meilleures, parce qu'il y a un peu plus de chaleur. Vignoble, par exemple, du nord de l'Europe, hein, ou bien même en Chine. Je vous rappelle par exemple qu'en Chine, vous avez des endroits où on va enterrer la vigne pendant l'hiver tellement il fait froid. À certains endroits, hein, vers les zones en bordure en dessous de l'Himalaya, des chaînes montagneuses. Et puis, nos régions à nous que l'on connaît, notre sud méditerranéen, qui souffre beaucoup, avec une sécheresse accrue. J'étais par exemple en Espagne la semaine dernière et mes collègues catalans me disaient que ça faisait pratiquement 1 an et demi qu'ils n'avaient pas eu de chute d'eau véritablement normale et suffisante. C'est-à-dire qu'il y a un état de sécheresse très avancé. Bon, c'est pareil d'ailleurs, c'était pareil dans le Roussillon par exemple. Voilà, donc en fonction des endroits, les problématiques peuvent être véritablement un peu différentes. Donc il faut qu'on soit responsable par rapport au climat, bien sûr, et puis il faut trouver naturellement des solutions, des innovations, comment on peut améliorer quoi. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'aborder comme question. Alors qu'est-ce qui caractérise ce changement climatique ? Ce sont des épisodes extrêmes, on entend beaucoup de grêle, parfois de maturité un peu précoce. Alors voilà, donc on a parlé de maturité qui peut être précoce, mais aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire des surmaturités dans certains cas, avec ce qu'on appelle finalement de l'oxydation qui va arriver déjà au niveau de la pellicule de la baie de raisin et au niveau de la qualité des composés qu'on souhaite récupérer. Mais c'est aussi du gel, dans le gel. Dans certains endroits, on a vécu par exemple certaines années où quand la vigne a débourré, que les bourgeons arrivent, que tout commence à se développer, il y a du gel. Parce que tout ça se passe plus tôt, hein, cette étape végétative. Donc ça, c'est aussi un problème. Et puis, les maladies. Alors, on a vécu, par exemple, dans le Bordelais, mais pas que dans le Bordelais d'ailleurs, hein, par exemple cette année, donc quelque chose qui était véritablement un climat qu'on peut dire tropical, avec des périodes de chaleur, des périodes d'humidité, et avec des à-coups permanents. Et donc des développements dans certaines zones de mildiou qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc
Voilà, donc une année vous avez la grêle, une année vous avez le mildiou, une année vous avez de la surmaturité, une année voilà. Donc c'est quand même difficile de réagir parce que finalement c'est pas forcément exactement le même problème récurrent chaque année. À Niche part, sur chaque territoire. voilà, et à part peut-être on va dire plus dans les zones méditerranéennes où c'est quand même voilà, la sécheresse c'est véritablement est un vrai problème quand même, il faut le dire aujourd'hui quoi, hein. Voilà. Alors Valérie Lempereur, vous êtes directrice de la valorisation, ce qui veut dire que vous êtes invitée à siéger dans les parties prenantes, que les instances que sont l'INAO, l'OIV, vous avez une vision un peu globale de la filière. Comment la filière s'adapte-t-elle? Comment elle anticipe, si tant est qu'on puisse anticiper, l'impact du changement climatique sur la vigne? Oui, bonjour. C'est une vaste question. Déjà, la filière a pris conscience que le changement climatique était présent. Il était présent plus fréquemment qu'avant. On a tous en tête 2003 où c'était le millésime qui a fait basculer dans l'état d'esprit des viticulteurs et des vinificateurs. C'était le millésime qui a marqué tout le monde puisque c'était la première fois que c'était aussi prégnant, ce changement climatique. Et on voit que le millésime 2003, il se généralise et il est avec une fréquence beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc la filière a pris conscience que le changement climatique était présent et qu'il fallait agir, donc avec des actions pour s'adapter et pour atténuer nos pratiques par rapport à l'empreinte environnementale de notre activité. Et donc vous parliez des instances, effectivement les instances se mobilisent, donc si on peut citer l'INAO, donc qui permet de faire évoluer les cahiers des charges des IGP ou des AOP en intégrant par exemple du matériel végétal, donc des cépages ou des variétés résistantes dès maintenant pour pouvoir se préparer au futur du climat. Récemment, l'INAO, depuis cet été 2023, a permis d'ouvrir des modifications de cahier des charges au dispositif d'évaluation des innovations, qui permet aux ODG de faire évoluer leur cahier des charges par rapport au changement climatique en permettant aux viticulteurs qu'ils soient expérimentateurs. Donc on n'a plus les acteurs du monde de la recherche qui font des essais dans leur coin. Il y a les viticulteurs qui sont expérimentateurs par rapport au changement climatique. Ça, je pense que c'est vraiment très important pour pouvoir agir plus rapidement. Ce qui veut dire que vous avez des parcelles d'expérimentation un petit peu partout en France. Comment ça s'opère concrètement? Alors, effectivement, côté IFV, donc on est 170 collaborateurs répartis dans toutes les régions viticoles, avec à cœur de produire des références techniques, également environnementales dans les différentes régions sur des leviers d'adaptation au changement climatique. Notre proximité régionale dans les différentes régions viticoles nous permet de se pencher sur les cépages de chaque région, de chaque cahier des charges, avec le contexte pédoclimatique qui va avec. Donc il n'y a pas une réponse unique, universelle, mais il faut arriver à trouver des éléments de réponse, en tout cas d'expérimentation adaptés à chaque contexte. Est-ce que c'est ce que vous appelez le programme CAP 2027 ou c'est un autre programme? Alors oui, il y a le programme CAP 2027, c'est le programme de recherche et développement de l'IFV. D'accord. Donc je rappelle qu'il est un institut pour la filière qui est qualifié par le ministère de l'Agriculture comme institut technique agricole et institut technique agro-industriel. C'est-à-dire qu'on est missionné par l'État pour fournir des références à la fois sur l'amont et sur l'aval. Et ce programme CAP 2027 structure nos actions sur 5 ans avec des actions qui vont du matériel végétal jusqu'au vin, avec des actions également transversales comme le changement climatique. Ok. Qu'est-ce qu'on expérimente très concrètement? Eh bien, différents leviers. Voilà, différents leviers d'adaptation. Bon, par exemple, on va chercher à réduire la hauteur de feuillage pour retarder la maturation, garder plus d'acidité. On va travailler sur le matériel végétal pour avoir moins de degrés, ou en tout cas gérer la précocité des cépages.
On va avoir aussi à cœur d'intégrer le volet stress hydrique de ces cépages pour qu'ils soient le plus résistant par rapport au manque d'eau. Donc il y aurait beaucoup de leviers à expliquer. On travaille aussi sur le levier porte-greffe. Pour l'instant, c'est un levier qui sera important à l'avenir par rapport au stress hydrique. On n'a pas forcément toutes les réponses actuellement. Il faut avoir en tête que quand on met en place une expérimentation, il faut attendre un certain nombre d'années de recul pour pouvoir être plus à même de conseiller, en tout cas de produire des résultats. Et alors, quelle est la différence avec le nouveau programme que vous avez lancé, Vitiliance ? Alors, Vitiliance, c'est un programme qui va être bientôt déposé auprès du ministère de la Recherche, qui s'inscrit dans le cadre du plan national de la filière viticole face au changement climatique. Donc, c'est un programme très structurant qui permet aux acteurs de la filière de se mobiliser par rapport au changement climatique et d'agir sur 7 domaines d'action qui vont du matériel végétal, les conditions de production, les leviers œnologiques, le volet garantie de volume. Pierre-Louis indiquait que selon les aléas climatiques, on avait par conséquent des rendements qui étaient très fluctuants. Donc la partie garantir un volume de production constant, c'est vraiment important quand on parle marché, puisqu'on produit du raisin pour produire du vin. Également, dans les 7 domaines, il y a un volet recherche, développement, formation, transfert et un volet dédié à l'atténuation, donc vraiment l'empreinte environnementale. Donc, pour le projet Vitiliance, il s'inscrit dans le domaine de la recherche, développement, formation, transfert. Et on a un gros projet qui visera à bâtir des démonstrateurs vitivinicoles pour chaque région viticole. Ce seront des lieux où on va essayer de cumuler des leviers techniques qui sont connus de façon unitaire, mais pour lesquels on n'a pas forcément les références. Quand on les cumule, on les met bout à bout. Donc, la force de ce projet, c'est d'être impliqué dans chaque région, donc dans tous les bassins viticoles. Et ces cumuls de leviers, ces approches TICEM devront être co-construites par les acteurs de chaque territoire. Donc on n'a pas une solution unique qui sera déclinée dans toutes les régions. Ça sera aux acteurs de chaque région de se poser, de réfléchir à quel levier ils veulent cumuler, tester, soit à la vigne, soit à la cave, pour être mieux armés par rapport au changement climatique. Donc il y aura une partie adaptation, mais aussi atténuation. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et d'accentuer le changement climatique en émettant plus de gaz à effet de serre, par exemple. Mathieu Dubernay, vous avez fait de l'agro-œnologie, votre dada, si je puis me permettre. Ce qui veut dire que l'œnologie démarre dans les vignes. La vigne est une caisse de résonance climatique extraordinaire. Et effectivement, elle amplifie les effets du réchauffement climatique. En 20 ans, nous mesurons que les degrés alcooliques moyens des vins rouges en région Occitanie, en Languedoc, ont progressé de 2 degrés d'alcool. Nous sommes passés de 12 à plus de 14, ce qui veut dire que la moitié des vins que nous produisons sont naturellement au-dessus de 14 degrés. On atteint effectivement des limites dans ce qui est possible, œnologiquement parlant, de réaliser, avec des difficultés et même un certain désarroi de vignerons que l'on peut voir sur le terrain, qui perdent leurs sensations, perdent ce qu'ils aiment faire. Et l'œnologie qui a apporté énormément de solutions et qui continuera à en apporter, bien sûr, se retrouve dans un certain nombre de cas aujourd'hui en difficulté pour apporter des réponses efficaces. Il faut donc ramener aussi ces problèmes œnologiques à leur origine, à leur causalité, qui sont viticoles. Et il y a un lien direct entre le comportement de la vigne et les équilibres œnologiques. C'est évident une fois qu'on le dit. Mais ces liens doivent être étudiés. Et c'est ce que nous attelons de faire. On appelait ça l'agroœnologie. C'est effectivement
agir sur la nutrition de la vigne, qui est finalement le premier des gestes œnologiques. Et une fois que l'on comprend le rôle du potassium, par exemple, non seulement d'un point de vue de la physiologie du végétal, mais aussi avec ses conséquences œnologiques, même chose pour le calcium, même chose pour le fer, pour le phosphore, il y a énormément de perspectives et de leviers d'action que nous obtenons aujourd'hui, qui permettent de retarder les maturations, qui permettent de limiter les degrés alcooliques, qui permettent d'améliorer finalement les maintiens des acidités, qui est un enjeu majeur, et qui est donc un levier d'adaptation aujourd'hui aux effets intensifs que nous subissons du réchauffement climatique. Alors, vous parlez de levier, là vous nous mettez plein d'espoir dans le cœur en disant que vous commencez vous à comprendre un petit peu comment faire de cette vigne plus forte, plus résistante, mieux adaptée. C'est systémique, c'est lié à son environnement. Vous travaillez beaucoup par exemple sur les sols, c'est un sujet important pour vous. Alors effectivement, bon, donc la nutrition, si vous voulez, le réchauffement climatique nous oblige à nous adapter. Dans ces adaptations, nous sommes d'une certaine façon condamnés à une certaine précision des gestes et de la nutrition. Donc ce sont des choses qui n'étaient pas classiquement faites par le vigneron et dont l'empirisme heureux suffisait largement. C'est la fin de l'empirisme heureux. Il faut effectivement arriver dans des niveaux de détail, mais qui nous donnent des marges de manœuvre. Je ne dis pas qu'on réglera tout avec ça. Et heureusement que les chercheurs avancent sur des visions qui sont à moyen et long terme et qui auront beaucoup plus d'importance. Mais d'ores et déjà, et dans l'état actuel de notre vignoble, nous avons des leviers d'action. Et effectivement, ça peut donner un peu d'espoir dans les difficultés qui sont les nôtres. Et deuxième niveau, c'est effectivement le sol. À partir du moment où on parle de la nutrition de la vigne, très rapidement, on en vient au fonctionnement du sol. Le sol, c'est le premier organisme vivant sur Terre. Il est évident que c'est celui aujourd'hui qui souffre le plus des effets du réchauffement climatique, alors que quelque part on le regarde que de très loin, classiquement, et notamment en viticulture. Et quand on va regarder ce qui se passe, on observe des phénomènes de désertification des sols, c'est-à-dire une dégradation des paramètres de ces sols, une diminution drastique des taux de matière organique qui donne au sol sa capacité à nourrir la plante, à maintenir de l'eau dans les sols plus longtemps, et puis un vivant du sol que l'on mesure dorénavant et qui constitue finalement une grande innovation, alors que mesurer le vivant du sol, ça constitue probablement notre premier geste nécessaire en tant que cultivateur de la nature. Et ce vivant du sol nous parle. Et il nous amène effectivement à s'occuper mieux de lui. Et en s'occupant mieux du fonctionnement des sols, la nature le rend mais directement au fonctionnement de la vigne et aux équilibres œnologiques. Il y a un lien direct que l'on est en train d'étayer scientifiquement et par de la mesure, et par beaucoup de mesures, entre le vivant du sol et la qualité et les équilibres des vins que nous produisons. Et ça, pour moi, en tant qu'œnologue, c'est merveilleux, parce que ça nous réconcilie entre la donne œnologique et l'élément environnemental. On ne fera des bons vins que si nous sommes en phase avec notre environnement naturel. Pierre-Louis, vous partagez ce point de vue avec des sols vivants et des sols qui sont d'excellents puits de carbone, il faut le rappeler, ça a aussi ce rôle-là. Ce sont des sujets que vous abordez à l'Université de Bordeaux ? Alors oui, tout à fait. Nous avons aussi pas mal de programmes de recherche qui sont d'ailleurs pour un certain nombre soit en propre, soit transversaux, on va dire, avec les collègues d'autres unités de recherche, par exemple à Montpellier, mais aussi avec l'IFV, etc. Donc oui, vous travaillez en collaboration. Et oui, là maintenant, il faut que tout le monde collabore. C'est extrêmement important si on veut avancer. Et alors le point
concernant les sols est effectivement un point clé, puisque le sol stocke du gaz carbonique. Hein. Et puis le sol, bon, je vais faire peut-être une petite disversion, mais souvenons-nous quand on lisait par exemple les textes de Giono, le sol nourricier, vous voyez, enfin, bon, aujourd'hui, il y a des zones où on peut en douter, c'est-à-dire ce qui est produit n'est plus au niveau qu'on pourrait attendre en termes de quantité, voire même parfois de qualité. Donc nous devons nous occuper de la vie des sols, les micro-organismes, la matière organique. La sécheresse accentue les remontées de sel. C'est un phénomène qui est connu, notamment en Australie, ou dans d'autres pays. Donc c'est un point clé. Et à l'ISVV, nous avons des programmes qui concernent aussi l'adaptation de cépages, par exemple, dont on a des travaux qui portent sur des cépages existants, par exemple, à voir si ces cépages peuvent s'insérer, par exemple, également dans des cahiers des charges, soit d'IGP, soit d'AOP, par exemple, mais également des travaux qui concernent les résistances aux maladies, avec une unité de recherche INRA sur la santé et l'agroécologie en général, avec donc résistance des plantes par rapport aux maladies. Ça, c'est aussi un point extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait le lien peut-être avec un autre volet, on est rentré aussi dans une époque où on a une attente sociétale des consommateurs qui est très forte, avec une demande où on doit travailler sans résidus, et donc à essayer d'arriver à faire la même qualité, les mêmes produits, voilà, en se passant, on va dire, d'un certain nombre de solutions, voilà, qui étaient courantes, qui existaient, mais dont le consommateur ne souhaite plus forcément voir l'utilisation. Donc voilà, donc on a un contexte économico-social là, et voilà, des attentes sociétales qui sont très fortes. Et donc il faut qu'on arrive à concilier à la fois des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodologies, mais aussi les attentes sociétales qui voilà, sont au cœur. Parce que voilà, le vin est fait pour être bu, et celui qui le boit, c'est le consommateur. Si le consommateur ne boit pas le vin, tout s'effondre. Voilà, donc la culture ne peut plus continuer. En termes également de travaux de recherche, on a pas mal de travaux. Et pour l'énologue, je pense que c'est un point assez important. On a besoin d'innovations qui sont à la fois chimiques, physiques et biologiques. Alors pourquoi je dis chimique, physique et biologique ? Gardez bien votre micro près de vous, voilà. Pierre-Louis. Voilà, c'est juste pour que tout le monde puisse profiter de ce que vous dites. Merci. Donc pourquoi physique, chimique et biologique en termes d'innovation ? Parce que la taille des exploitations ou les besoins des exploitations ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des petites exploitations ou des très petites exploitations, il y en a des moyennes, il y en a des très grosses. Ou des grands groupes. Et donc, une solution peut convenir à une petite exploitation ou bien une autre à une moyenne, etc. Et donc, par exemple, sur le chimique, nous travaillons sur de nouveaux acides, comme l'acide fumarique. Et là, on a un travail de nouveau transversal. Les acteurs qui sont là travaillent sur cet acide pour voir si on peut l'utiliser et pour avoir une palette supplémentaire, un élément nouveau à apporter à la palette acidifiante. Voilà, avec cet acide-là. Mais on a aussi des travaux sur les micro-organismes, les levures bioacidifiantes. Alors, il y a de nombreux travaux qui sont menés dans ce cadre-là, pour voir si certaines souches peuvent générer certains types d'acides et compenser ce qu'on n'aurait pas. Et puis physique. Physique, alors on est ici sur le stand d'Enodia. On va en parler, oui. Voilà, donc par exemple de la stabilisation ou de la désalcoolisation, des nouveaux procédés dont on peut avoir besoin. Voilà, donc on a besoin de toutes ces palettes. L'énologue, demain, encore plus qu'aujourd'hui, aura besoin de toutes ces palettes en fonction de l'endroit où il va être pour répondre aux besoins de la taille du château ou du domaine vitivinicole ou de la cave. Voilà, ça c'est le point clé. Et puis, différents outils adaptés en fonction de ce qu'il doit affronter en face de lui. L'énologue, il est un accompagnateur, un correcteur, mais aussi un chef, quelque part, un chef d'orchestre pour l'élaboration du produit. Donc, il lui faut, comme dans un orchestre... plusieurs instruments. Plusieurs instruments, voilà.
Alors, Yannick Le Gracier, on est ici sur le stand d'Onodia, donc évidemment, on va parler des procédés physiques, mais peut-être un mot pour nous expliquer là où vous intervenez. On voit stabilisation tartrique, filtration, ajustement du pH, on a parlé désalcoolisation, on a évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, Onodia apporte une réponse aux vignerons en tout cas, un des instruments évoqués par Pierre-Louis pour les accompagner au moment de la vinification. Alors, je voudrais dire qu'on apporte une des réponses. On n'est pas la société qui fait les seules technologies nécessaires pour faire du vin. Comme le disait Pierre-Louis, c'est intéressant, c'est que l'œnologue, il doit avoir une palette d'instruments pour pouvoir faire son petit concert normal pour aboutir à une partition qui est la bouteille. Parce que le plus important, c'est que le consommateur, il boive du vin. Et pour boire du vin, il faut que ça réponde à ses besoins. Et nous, ça fait plus de 30 ans qu'on développe des technologies qui sont directement liées, malheureusement, je veux dire, au réchauffement climatique. C'est que la stabilisation tartrique, il y a eu un développement. La structure physico-chimique du vin, Mathieu disait que tout à l'heure, on a pris 2 degrés depuis 20 ans, mais on a changé. Il y a du calcium en plus grande quantité, il y a du potassium en plus grande quantité, il y a des pH de plus en plus élevés. Nous, aujourd'hui, on voit des pH à 4,3, 4,4, enfin, des choses qu'on voyait qu'il y a 10 ans qu'on ne voyait pas du tout. On voit des vins effervescents, des vins de base à 3,3, 3,4. On ne peut pas faire un vin effervescent avec des pH comme ça. C'est pas possible. Donc nous, on essaye de développer, alors pas tout seul, parce qu'on se fait aider par des instituts. Nous, avec Mathieu, on a beaucoup travaillé notamment sur des technologies contre le smoke taint, enfin les goûts de fumée. Avec l'IFV, on a travaillé aussi beaucoup. Avec les instituts, on a travaillé sur de savoir quelle pierre nous on pouvait apporter à l'édifice, qui n'était pas la seule réponse. J'ai pas la réponse ultime, j'ai une des réponses. Et je pense que nous, ce qu'on fait depuis ces nombreuses années, c'est d'essayer. Moi, j'ai une formation d'œnologue. L'œnologue, il n'a pas toutes les informations dans les mains, mais il peut aller les piocher, aller chercher. Nous, notre rôle de développeur et de metteur en marché de technologies physico-chimiques, c'est d'apporter la plus adaptée au bon moment. Donc je pense que nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, on peut utiliser différentes technologies. C'est pas, ce qui est intéressant, c'est ce que je redis, c'est que un instrument pour un fil harmonique pour faire un beau produit. Voilà. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire le plus bel instrument. Maintenant, on n'y arrive pas toujours. Voilà. Alors, derrière vous, on a une bouteille zéro additif. Ça répond, Mathieu, aujourd'hui à une demande, alors on le sait, des consommateurs, mais est-ce que les vignerons sont attentifs à cette question ? Alors, on a eu une table ronde sur l'étiquetage ce matin, donc l'étiquetage ramène un peu le sujet sur le devant de la table. Mais est-ce que, sans même cette réglementation, les vignerons aujourd'hui sont attentifs à ce qui se passe dans leur cave, justement en matière d'additifs, d'auxiliaires, d'ingrédients, de tout ce qu'on peut mettre dans le vin? Bien entendu. Je crois qu'il n'y a aucun vigneron qui... tout le vigneron, finalement, chercherait, au fond, à faire du vin juste avec du raisin, et c'est tout. La nature étant un petit peu plus compliquée que cela, on est obligé, effectivement, d'avoir des pratiques œnologiques, des additifs, des ingrédients pour accompagner cela. Mais à aucun moment, le vigneron ne se pose pas la question de savoir s'il a la possibilité de le faire sans. Et cette question devient effectivement de plus en plus motivée par effectivement les consommateurs de vin, que nous sommes tous aussi, et sur lesquels on cherche des produits les plus simplement faits, cherche aussi par un souci de faire les vins les plus francs et les plus authentiques possibles. Vous savez, les plus grands vins se font avec une simplicité de moyens confondante. Voilà, mais qui sont des moyens qui sont justes. Voilà. Et c'est cette justesse, cette précision qui est requise, plus que la quantité des éléments. Et effectivement, avoir l'outil juste au bon moment est plus important que la quantité de matière, d'ingrédients que l'on va apporter et qui peut s'accumuler à la fin.
Donc ce qui veut dire, Valérie, qu'on peut imaginer une filière vitivini d'avenir qui soit très pointue, très technique, très précise. C'est quand même un sacré job pour les vignerons. C'est déjà le cas. C'est Oui, déjà pardon. le cas puisque les viticulteurs et les vinificateurs s'adaptent chaque année en fonction du millésime. Il faut savoir que on a la chance d'avoir un produit qui dépend strictement d'un millésime. On subit, alors généralement positivement, mais parfois négativement, les effets du climat. Ça se retraduit dans la qualité finale du vin, mais on est en permanence en train d'ajuster, de s'adapter, de mesurer les effets sur la qualité des raisins et leurs conséquences sur le vin. Donc ça nécessite effectivement des outils pour mieux objectiver, anticiper. Bon, il y a un formidable outil, hein, c'est l'outil sensoriel portatif qui est dans chaque humain quand même. Ça, faut avoir en tête qu'il est très puissant et il permet de donner une réponse instantanée. Et aussi, on a parlé du rôle de l'œnologue, mais aussi le rôle de l'œnologue, il est beaucoup plus facilité quand on lui apporte des raisins de qualité. Donc le travail, il doit se faire déjà en amont à la vigne, pour avoir un beau raisin, de belle qualité, pour faciliter le travail de l'œnologue qui pourra s'adapter chaque année aux caractéristiques des raisins pour faire le plus beau produit qu'on puisse faire. Je pense aussi que par rapport à la question des additifs et le besoin de transparence, effectivement, le vinificateur cherchera à limiter au maximum l'usage d'additifs, puisque derrière, avec l'étiquetage, il doit rendre des comptes vis-à-vis du consommateur et indiquer la liste des ingrédients qui est dans la bouteille de vin. Donc peut-être qu'à l'avenir, on va s'orienter vers plus de méthodes physiques pour s'adapter au contexte climatique et en limitant les additifs. Donc tout ça c'est lié. Sous réserve que ces procédés physiques soient autorisés partout, y compris dans le bio, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, Yannick, c'est quand même un sujet qui... C'est une épine dans le pied. Oui, mais on va essayer de l'enlever. Hein. On va prendre le temps qu'il faut Mathieu, pour y arriver. Il faut qu'on soit très pédagogue et très... Quand on présente une technologie dans le milieu vitivinicole, moi je connais pas enfin, il y a très peu de viticulteurs qui veulent pas le faire le meilleur raisin et très peu de vinificateurs qui veulent pas le faire le meilleur vin. Donc il faut qu'ils aient accès aux outils les plus intéressants. Donc ce qu'on trouve dommage, c'est que pour le bio, par exemple, on a des outils intéressants qui intéressent. Donc tant qu'à faire, autant qu'ils puissent être utilisés. Voilà. Mathieu, vous, dans votre rôle d'œnologue conseil, alors je ne sais pas si vous êtes encore beaucoup sur le terrain. Si, bon. Alors, est-ce qu'effectivement des techniques, des procédés comme ceux développés par Onodia aujourd'hui retiennent l'attention des vignerons que vous rencontrez ? Bien entendu, ils sont au cœur des sujets. Je le disais tout à l'heure, on est arrivé à des niveaux extrêmes en termes de certains équilibres où l'œnologie additive touche ses limites. Et elles viennent même aujourd'hui en questionnement de la nature même du geste œnologique et du résultat vin que l'on veut chercher. Toute pratique qui va nous amener à réduire ces intrants et à respecter davantage une matière sera bienvenue. Et effectivement, je crois qu'il n'y a pas un seul vigneron aujourd'hui qui se pose la question. La question réglementaire et vis-à-vis du bio, vous l'avez mentionné, est aujourd'hui questionnée. Et il faut la questionner parce que jusqu'à présent, on a inclus les démarches environnementales comme étant des démarches d'obligation de moyens. Oui. Ou même d'interdiction de moyens, en l'occurrence, sur le bio. Or, la crise environnementale et ses coups de boutoir nous amènent à devoir passer
au niveau au-dessus. C'est-à-dire que la question n'est plus une question de liste de moyens, mais c'est une question de résultats. Et si nous voulons continuer aujourd'hui à produire des vins qui ressemblent à l'endroit d'où ils viennent, qui continuent à parler aux consommateurs et à la culture du vin que nous voulons aussi maintenir, il y a effectivement des décisions qui ont été prises dans le passé et qui doivent être à nouveau requestionnées. Alors, l'échelle temps, c'est un peu notre contrat à tous, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui ont déjà débuté, d'autres qui vont débuter, mais le changement climatique va vite, va beaucoup plus vite que prévu. On sera prêt ou pas? Et est-ce qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, on a une véritable révolution qui s'opère au sein de la filière? Peut-être Valérie, vous qui êtes quotidiennement sur ce sujet. Le changement climatique, on l'a déjà dit, je pense qu'on a bien insisté là-dessus, qu'il était déjà en place et la filière cherche dès maintenant à s'adapter. Je dirais la nouveauté, c'est peut-être intégrer son empreinte carbone, son empreinte environnementale par rapport à ses actions de viticulteur, de vinificateur, de metteur en marché. Donc pour ça, il y a des outils pour évaluer l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale avec comme l'analyse de cycle de vie qui permet d'intégrer de la production de la matière première utilisée ou de la fabrication de la machine jusqu'à sa fin de vie. Ça permet de donner des clés de compréhension pour les opérateurs. Alors, il faut avoir en tête que l'empreinte environnementale la plus forte quand on regarde une bouteille de vin, le litre de vin, c'est le conditionnement. C'est la bouteille. Donc, c'est le poids de la bouteille. Donc ça, déjà, il y a à disposition des leviers d'action forts, à la disposition des professionnels, ce sont des leviers pour lesquels on peut déjà s'engager. Certains se sont déjà engagés pour réduire le poids de leur bouteille. Ou bien tendre vers le réemploi, ou bien passer sur des conditionnements alternatifs disponibles actuellement. La consigne, c'est un sujet. Je sais que nous, en Provence, on a une initiative qui commence à émerger, qui n'est pas simple à mettre en œuvre, mais ça fait partie des sujets que vous abordez. Oui, tout à fait. On essaie de l'aborder sous un angle pratico-pratique, faisabilité, interaction avec les parties prenantes qui sont en lien avec le réemploi, puisque ça nécessite une filière qui va collecter, on donne du travail aux autres en fait. Une fois qu'on vend la bouteille de vin, il faut qu'il y ait la bouteille qui soit rapportée, lavée, ramenée au chai pour être remplie de nouveau. Il y a plein de questions oenologiques derrière, importantes. L'hygiène, il faut que ça soit bien lavé comme il faut. L'empreinte environnementale de tout ça. Donc ça veut dire de travailler avec des acteurs locaux. Donc on se focalise sur les aspects techniques, économiques, faisabilité, en interaction avec les acteurs qui se sont lancés dans le réemploi, au niveau environnemental également pour le chiffrer. Pour l'instant, c'est émergent, c'est pas complètement mûr, mais ça bouge assez vite, je trouve, parce qu'il me semble qu'avant le Covid, personne ne voulait entendre parler du réemploi, on disait que c'était une idée complètement farfelue. Et là, en fait, on se rend compte que c'est possible et certains se posent clairement les questions, ou en tout cas aimeraient franchir le pas. L'empreinte environnementale, Yannick, au niveau de la cave, avec les procédés Enodia, c'est un sujet aussi parce que vous êtes peu consommateur d'énergie. Oui, nous, on essaye d'être le plus transparent possible sur nos pratiques, sur nos technologies. Je pense que c'est important pour que l'utilisateur. Alors nous, on n'est pas en B2C, comme on dit, on est plutôt en B2B parce qu'on n'est pas face aux consommateurs, mais les technologies qu'on essaye de mettre sur le marché, il faut qu'elles répondent à une demande précise. Et aujourd'hui, les demandes, c'est
moins de consommation d'eau, moins de consommation d'énergie, essayer d'être le plus respectueux du produit avec le moins d'impact possible. Et puis avec l'étiquetage qui arrive, enfin voilà. En fait, plus on parlait de bilan carbone et des choses comme ça. Nous, en tant qu'industriels, il faut qu'on soit aussi transparent parce que sinon, ça va pas aller dans la bonne direction. Donc nous, notre but aujourd'hui, nous, on essaye d'évoluer tout le temps. On n'est jamais arrivé. Moi, toute mon équipe, elle n'arrête pas de dire qu'on peut toujours faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un industriel qui veut pas faire le meilleur produit qui réponde à ce qu'on attend. Donc nous, notre rôle, c'est de toujours faire évoluer ce qu'on développe. On a les premières installations qu'on a mis sur le marché il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir. Elles n'ont plus rien à voir. Je me rappelle, il y en a qui nous disaient « Ouais, mais vous avez fait des essais il y a 30 ans. » Bah oui, il y a 30 ans. Maintenant, on a évolué. On sait mesurer parfaitement ce qu'on produit et l'impact qu'on peut avoir. Alors, il y a toujours un impact. On pourrait avoir le mieux, ce serait que la nature nous fasse des vins magnifiques sans qu'on intervienne, mais ça, c'est compliqué. Donc, notre rôle, c'est d'apporter un outil qui est le moins impactant possible. Voilà. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à des choses intéressantes. Mais c'est en fait notre retour de terrain qui nous fait évoluer, parce que nous, on a la chance d'être acteurs dans une trentaine de pays dans le monde. Pierre-Louis parlait de la Chine et des choses comme ça. Mais parce que le problème environnemental, il n'est pas franco-français. Oui. C'est partout. Aujourd'hui, c'est partout. Il n'y a pas un pays qui n'est pas impacté. Pas un. Donc, le tout, c'est d'apporter son expérience. Tout ce que font l'IFV aujourd'hui ou ce qu'ils font à Bordeaux, ça va servir à plein de gens. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. On est redevenu le premier producteur de vin. C'est pas anormal qu'on soit le premier pourvoyeur d'études et de réflexions sur les solutions qu'on pourrait apporter. Voilà. Donc nous, on est en plein dans ce mouvement-là. On est des industriels, mais très liés au produit initial. Alors, l'œnologie de demain, c'est s'adapter, c'est atténuer son empreinte carbone. Est-ce que ce sera aussi régénérer, Mathieu? On parlait des sols. Valérie me regarde avec un petit sourire en coin. C'est bien sûr régénérer les sols. C'est un travail, c'est un projet. Nous sommes dans l'anthropocène. C'est-à-dire que l'homme est le problème, mais l'homme est la solution, puisque de toute façon, il n'y en a pas d'autre dans l'ère à laquelle nous vivons. On aura gagné beaucoup de choses quand... et ça, je pense que ça ira assez vite finalement. Quand tout le monde, tous les agriculteurs, que ce soit en vigne, mais aussi ailleurs, auront pris la conscience et les mesures pour ne plus être seulement des cultivateurs de denrées qu'ils produisent, mais d'être des cultivateurs du sol et donc des dépositaires et les responsables par cette culture de ce premier organisme vivant, de cette teneur en carbone et de ce puits de carbone essentiel. Il y a 2 à 3 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. Et quand on fait des mesures, ce carbone est en train progressivement de s'échapper. Quelques calculs simples nous amènent par exemple à penser qu'un vignoble de la taille du Languedoc, par exemple, 300 000 hectares, en ayant perdu 1% de matière organique, ça correspond aux économies de carbone que nous permettrait de faire un réacteur nucléaire pendant 10 ans de fonctionnement. Ah oui. Voilà. Ah Ou oui. en d'autres termes, si je convertis le carbone qui est perdu, ça correspond au prix du carbone sur le marché du carbone à 1,2 milliard d'euros. Donc ça constitue finalement une dette environnementale que nous avons, mais qui constitue aussi les éléments dans lesquels nous devons investir puisque c'est économiquement rentable et environnementalement rentable de s'occuper des sols. Et en plus, pour le vin, c'est bon pour la qualité et c'est bon pour la productivité. Il y a une vraie convergence économique, qualitative et quantitative. On a de la chance de travailler dans le vin finalement. Valérie, vous souriez parce que vous pensez que régénérer, on en est loin, ou parce que, au contraire, vous pensez que ça y est, on y est, on est prêt, on va y aller?
Moi, je pense déjà qu'il y a des leviers qui existent pour stocker du carbone. Ça existe. Je pense aussi qu'avant de chercher à stocker à tout prix, il faut chercher à réduire ses émissions. Voilà. Donc, c'est deux actions complémentaires. Mais il ne faut pas penser à mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le sens à vouloir stocker du carbone à tout prix. Je ne parle pas de la régénération, mais vraiment le stockage au sens large. Chercher à réduire son empreinte, puis chercher ensuite à stocker du carbone. Après, il y a différents leviers qui existent, comme l'enherbement, la restitution des sarments dans les sols. Donc ça permet de stocker. On parle aussi beaucoup d'agroforesterie, ou vitiforesterie, où on peut voir arriver à l'avenir des rangées de haies ou d'arbres autour des parcelles, mais aussi pourquoi pas dans les parcelles. Donc là, pour l'instant, c'est un levier fort pour stocker du carbone. Par contre, on a assez peu de références sur le comportement de la vigne avec ces arbres qui seraient au milieu, puisque par définition, un arbre, ça met quand même beaucoup d'années à pousser et on a peu de recul. Oui, on avait Olivier Nallès tout à l'heure qui avait l'air un peu dubitatif sur le sujet. On n'a pas de retour d'expérience pour le moment. C'est un peu trop récent. Voilà, il faut laisser le temps aux arbres de pousser. Par contre, mettre des haies en pourtour de parcelles, bien sûr, c'est une bonne chose. Et puis, bien sûr, enherber les tournières, inciter à enherber dans les parcelles. Ça, c'est des actions qui sont déjà passées un peu dans les mœurs et généralisées. Pierre-Louis, vous formez les générations futures. Est-ce que ces générations futures sont déjà sur ces sujets, les anticipent ? Oui, je pense que là effectivement, les choses sont prises un peu à bras le corps, puisqu'aujourd'hui, dans les formations, notamment pour le diplôme national d'énologue, ou même dans les masters, en tout cas à l'Université de Bordeaux, il y a obligation d'introduire les éléments qui concernent la transition et tout ce qui concerne l'agroécologie et les solutions, les innovations. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont conscience de ces problématiques et voient bien qu'ils vont devoir apporter une contribution pour innover, pour améliorer. Donc je pense que là-dessus, oui, on a des unités d'enseignement, par exemple dans le diplôme national d'énologue, où on a fait insérer la responsabilité sociétale et environnementale, également, la transition agroécologique, le changement climatique, notamment dans les unités d'enseignement qui concernent la viticulture en particulier, mais aussi sur la composition du raisin et du vin, dans les pratiques énologiques également, puisqu'il y a de nouvelles pratiques viticoles et œnologiques également qui existent. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a conscience et ça s'enrichira au fur et à mesure que la science et les expérimentations seront réalisées. Et là-dessus, il faut dire une chose, il faut avoir confiance dans la science et dans les innovations futures qui vont arriver. Je pense que c'est important de bien prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur ces sujets cherchent des solutions durables, des solutions qui sont adaptées en fonction des conditions de chacun et qui ont naturellement des coûts économiques ou des contributions qui soient aussi adaptées, qui ne soient pas un poids, quoi. Donc voilà, on parlait de l'agroforesterie, peut-être que demain, je ne sais pas, à l'échelle de 20 ans, de 30 ans ou plus, on ira peut-être davantage vers de la multi-production, avec, on aura des vignes, avec peut-être quelques arbres fruitiers, avec quelques haies, avec des arbres, avec voilà, peut-être qu'il y a des pratiques comme ça qui changeront, peut-être pas partout, mais dans certains endroits, ça sera nécessaire, parce que sinon, on ne pourra plus cultiver la vigne à ce moment-là. Je crois que c'est ça aussi l'enjeu quelque part. Donc, innovons, n'ayons pas peur de la science, et transférons. Ça, c'est aussi un point très important. Il faut accepter l'idée de se former, de s'adapter aux nouveaux outils pour pouvoir les mettre en place sur le terrain. Et tous les acteurs qui sont, je pense, sur le plateau sont complémentaires. Tout à fait. Et c'est ça qui est important.
Voilà. Eh bien, merci à tous les quatre. Alors, le futur du vin, la révolution de la simplicité, je ne suis pas sûre que ce soit ça tout à fait la réponse. On a vu qu'on avait des réponses multiples. Je retiendrai cette image du chef d'orchestre qui a besoin de tous ces instruments. Merci beaucoup. L'avenir est entre vos mains, j'ai envie de vous dire. Donc, bon courage. Merci à beaucoup. vous.